Bonsoir, je vais vous présenter l'extrait sur la mort de Gavroche dans Les Misérables de Victor Hugo. Victor Hugo, qui fait de la politique à cette époque, est touché par la vie des plus démunis, les misérables. Il décide donc d'écrire ce roman pour montrer son soutien, donner la parole aux plus démunis, les plus pauvres. Les Misérables sont sortis en 1662, non, en 1862. Victor Hugo est en exil à ce moment en Angleterre. C'est un roman romantique, en contradiction avec l'époque classique. Victor Hugo et le romantisme sont pour la révolution, pour la liberté. Victor Hugo est un poète, dramaturge, écrivain et romancier romantique français, né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de la langue française. Il est aussi une personnalité politique et intellectuelle engagée qui a un rôle idéologique majeur et occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises au XIXe siècle. Notre extrait se situe donc à la fin du roman, au début de la 5e et dernière partie, le 5 juin 1832, une manifestation républicaine, qui est une émeute violente réprimée. Derrière les barricades sont regroupés les personnages principaux du roman, Marius et Javert, qui sont sauvés par Jean Valjean, et Gavroche, 12 ans, fils des Thénardier, il quitte l'abri pour récupérer des balles, et les soldats lui tirent dessus. Pour résumer cet extrait, Victor Hugo brosse le portrait de Gavroche et raconte sa mort héroïque et comment il la transforme en symbole de la liberté populaire. Je vais maintenant vous lire l'extrait. Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau becquetant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Il se couchait, puis se redressait, s'affaissait dans un coin de porte, puis bondissait, disparaissait, reparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez. Et cependant, pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplissait son panier. Les insurgés, haletants d'anxiété, le suivaient des yeux. Les barricades tremblaient. Lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme, c'était un étrange gamin fait. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui, il était plus leste qu'elle. Il jouait, on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Chaque fois que la face camarade du spectre s'approchait, le gamin, lui, donnait une pichenette. Une balle pourtant, mieux ajustée ou plus traite que les autres, finit par atteindre l'enfant faux follet. On vit Gavroche chanceler et s'affaisser. Et ça fait ça. Toute la barricade poussa un cri. Mais il avait de l'anté dans ce pygmée. Pour le gamin toucher le pavé, c'était comme pour le géant toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant. Un long filet de sang rayait son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où venu le coup, et se mit à chanter. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans les ruisseaux, c'est la faute à... Il n'acheva point. La seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit face contre le pavé et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler. Je vais maintenant vous faire l'étude linéaire de ce texte.
la première partie désigne le jeu de Gavroche et la métaphore de l'oiseau. Donc, à la phrase 1, nous avons une oxymore avec deux adjectifs qui ne vont pas ensemble, qui sont contradictoires, épouvantable et charmant. Donc on peut interpréter cet oxymore. Donc c'est un procédé de l'écriture romantique qui prône le mélange des registres et des genres. Donc alors on peut alors se poser la question que épouvantable et charmant serait du pathétisme et du comique. Donc cet oxymore est une annonce de la complexité du passage. Donc en phrase 2, nous avons deux mots de la même famille, fusillé et fusillade. Donc c'est une polyptote. Cette figure produit un retournement de situation. Nous avons fusillé la victimisation invulnérable contre fusillade, donc taquiner la fusillade. Donc taquiner la fusillade qui est une contradiction épique comique. Donc on voit bien qu'on passe d'un état de victime à un état de puissance d'héroïsme qui taquine la fusillade. Donc en phrase 3, nous avons un héros sans peur. Donc c'est un jeu, pour lui c'est héroïsme. Donc c'est un jeu car plaisir d'affronter la mort. Donc Hugo reste aux apparences car il avait l'air. Donc c'est un focalisme externe car le lecteur est juste observateur. Donc il nous met, nous les lecteurs, au même point que les insurgés présents au combat. Donc le lecteur est solidaire avec les insurgés car il est avec eux, entre guillemets. Donc en phrase 4, nous avons Hugo emploie le verbe être. Donc c'est un double rapport d'identité entre Gavroche, moineau, et les soldats, les chasseurs. Donc c'est une métaphore, vous l'avez bien compris, Gavroche qui est le moineau et les soldats, les chasseurs. Donc c'est un refus des deux externes. Donc Gavroche n'est pas un héros surhumain, n'est pas un héros surhumain et ni un enfant vulnérable. Donc Gavroche est donc un paradoxe, est un héros paradoxal, mélange de force et de faiblesse qui procure compassion et admiration. Donc en ligne 4, 5, 6, en phrase 4, 5, 6, nous avons un champ lexical du combat avec décharge, visée, manquait, soldat, ajustait. Donc, qui est en antithèse avec le champ lexical du jeu, couplet, riait. Donc c'est un monde linéaire où s'affrontent bons et méchants. Donc inversion systématique des valeurs. Par exemple, Javert, qui est un policier, est dans l'histoire mauvais. Et Gavroche, petit voyou gamin de Paris, comme on dit, est un héros épique. On peut aussi prendre comme exemple Jean Valjean, qui est un ancien voleur et qui est l'héros de l'histoire. Donc, puis l'opposition évolue en 3 temps, en 3 phrases. La phrase 5, opposition violente. La phrase 6, opposition impuissante. Et la phrase 16, l'opposition diminue. Donc Gavroche, seul contre tous, contre toute une armée. Donc portrait héroïque épique. Donc c'est un portrait d'héros épique. Donc en phrase 8, nous avons beaucoup de verbes, une accumulation. Donc action de l'enfant devant les soldats, comme le vol d'un oiseau, le vol d'un moineau. Donc emploi de l'imparfait pour insister sur la répétition des actions. Donc imparfait interactif, donc accroît l'héroïsme par la répétition d'exploits des verbes. La phrase 9, focalisation externe encore une fois. Le lecteur qui devient spectateur, donc il se met à la place des insurgés. Donc, on a la même inquiétude qu'eux. Donc en phrase 10, nous avons encore une focalisation externe un peu plus diminuée, avec une antithèse entre Gavroche et les autres insurgés, donc, qui met en valeur l'héroïsme de Gavroche, qui est seul face aux soldats. Donc en phrase 11, 12, 13, 14, nous avons une transfiguration entre l'être merveilleux,
accroître un statut de mythe. Donc une transfiguration pour donner pour que Gavroche accède au statut de mythe. Donc plus aussi on a les balles prennent vie, donc c'est une métaphore. Hop. Donc maintenant nous passons à la deuxième partie. Donc la deuxième partie qui est consacrée, vous l'avez bien compris, à la mise à mort du héros, la mise à mort de Gavroche. Donc la phrase 5, la mort est d'abord évoquée négativement. Donc le héros épique qui se caractérise par son arrogance du héros divinisé. Donc c'est évoqué négativement. Phrase 16, nous avons l'adverbe pourtant, donc, qui indique la rupture. On voit bien que c'est à ce moment-là que va se donner. C'est à ce moment-là qu'on va savoir ce qui va se passer. Donc, nous avons également dans cette phrase deux allitérations en T, donc, avec l'accumulation des tirs des balles, donc la dureté, et en F, le souffle des balles. La phrase 17, mention d'un on, donc encore une fois une focalisation externe, donc insurger les lecteurs, donc c'est une écriture épique. En phrase 18, nous avons une longue phrase qui retarde le moment de la mort de Gavroche, donc c'est un faux répit, donc le Victor Hugo joue avec l'espoir, donc ça fait une tension dramatique. Et la phrase 19, qui est le couplet de Gavroche. Donc c'est un discours direct. Donc ça ralentit encore une fois donc la mort qu'on a compris sera dans pas longtemps. Donc après les dernières phrases 20, 21, 22, donc Hugo met fin à la scène par la mort de Gavroche. Donc c'est la chute et c'est une charge pathétique. Merci de votre écoute, monsieur Lesman. J'espère que vous vous portez bien. Bonne soirée.